Bonjour Denis. Bonjour Nicolas, ravi d'être ici. Merci de m'accueillir. Merci d'être ici, Denis. On est vendredi 27 juin 2025. C'est pas encore les vacances. Il fait chaud, mais tout va bien. Je suis hyper heureux de te recevoir. On dit souvent, j'ai eu l'impression d'organiser cet épisode avec beaucoup de facilité de ta part. On dit souvent, tu sais, Xavier Niel, il répond à tous ses emails. Il y a des gens qui semblent hyper occupés comme ça, mais qui sont très dispo. Et ça s'est passé un petit peu comme ça avec toi, Denis. Denis, toi, tu es le CEO de KT Innovation. Merci d'être ici. Merci de participer au podcast Comptoiria. Merci à notre ami commun, Arnaud Auger, qui nous a permis d'organiser. Arnaud, et qui en a fait un méga épisode. Pour moi, déjà, c'est un excellent signe de ta part en tant que recruteur et de KT d'avoir un biohacker comme Arnaud dans la maison, dans la boutique. Et voilà, je voulais absolument faire cet épisode. Je regarde beaucoup ce que font les VC américains sur YouTube et tout ça sur l'IA. Et j'entendais parler un petit peu de vertical buyout, de LBO roll-up avec l'IA, de fonds verticaux IA. Je me disais, tiens, il y a un truc à faire. J'avais envie d'en parler un petit peu à des boîtes d'investissement que je peux former, que je connais, que j'ai reçu ici. Et là, je vois la méga annonce il y a 2-3 mois, hein, KT Innovation lance un fonds vertical IA de 1 milliard de dollars. 1 milliard d'euros, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, waouh, là, bravo, ils m'ont devancé, on est en plein dedans. Donc, Denis, on a plein de choses à se dire. Merci d'être ici. Eh bien, merci de m'accueillir. Donc, effectivement, j'ai cofondé KT Innovation. Et puis, pourquoi c'est facile? Effectivement, c'est facile d'organiser parce que c'est assez rare aussi d'être interviewé par quelqu'un comme toi, qui a été à la fois investisseur, fondateur d'une start-up en plus à succès et qui a décidé de faire de l'IA et de permettre de développer le meilleur podcast qu'on voit dédié à l'IA. Donc c'est un honneur d'être là. Il ne faut pas s'étonner que j'ai profité de l'opportunité pour venir te parler. Quelle sympathie, Denis. Voilà. Tu me fais rougir devant nos auditeurs qu'on adore, qui vont écouter donc cette interview avec passion, j'en suis sûr. Denis, comment tu as vécu, Ouais. toi, en étant dans l'innovation, les 2 ans et demi qui viennent de se passer? Il s'est quand même passé quelque chose le 30 novembre 2022 avec ChatGPT. Ah oui, pour moi, ça a été un moment extraordinaire. D'abord, nous, on a commencé, alors, je vais te raconter l'histoire. Vas-y. On a commencé il y a à peu près 10 ans avec Mingpo. Et au début, on a tout de suite commencé à investir dans l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, en Europe, on a Hawkin, qui est une des premières Bien sûr. sociétés qu'on a financées tout à fait au début. Ok, magnifique. Qui De temps en utilise, temps, on parlait voilà. de décacorne pratiquement. Enfin, en tout cas, un énorme Voilà. succès. Ok. Voilà. Et par exemple, en Chine, on est investisseur depuis le démarrage dans le Waymo chinois. Donc, la première société de Chine, le leader pour la voiture autonome, donc à base d'intelligence artificielle. Donc, depuis le début, c'est un sujet sur lequel on est positionné. Ça fait 10 ans qu'on participe. Et là, tout d'un coup, effectivement, on voit, et j'avoue, j'étais extrêmement surpris, ChatGPT qui sort, on essaie, on voit le bruit, et d'abord, je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de totalement différent. Et je me pose d'abord la question, parce que pourquoi ça a marché et pourquoi finalement, en étant dedans depuis 10 ans, j'ai pas vu arriver ce moment. Donc on est assez globaux, comme tu dis, Arnaud qui est en Silicon Valley, qui est d'ailleurs un des premières personnes bioniques, une sorte d'homme bionique, on pourra en parler. Et Alain Damasio parle de lui. absolument, quand même la classe. dans son dernier livre, la vallée du silicium, il lui consacre tout un chapitre. Donc, à cette époque-là, d'ailleurs, j'habitais à San Francisco, donc je vais voir tous mes confrères et je leur dis, mais attends, là, il s'est passé quelque chose de nouveau. Franchement, je suis étonné. Et je m'aperçois que 90% des confrères, des VC américains, sont aussi étonnés que moi. Donc déjà, ça rassure. Et puis après, je vais voir un peu ceux qui sont dedans. Et ils m'expliquent, la magie s'est passée. Alors, je dis, mais quelle magie? Eh bien,
bon, si on peut être un peu technique, ce qui s'est passé avec ChatGPT, c'est qu'ils ont commencé à entraîner les modèles. Et en fait, de deux faire. D'abord, on fait le modèle du modèle, c'est-à-dire qu'on virtualise la réalité. Et Mhm. après, ils ont entraîné la virtualisation. Et ils se sont aperçus de quoi? Que, que faire travailler la virtualisation Ouais. marchait mieux que de faire travailler la réalité. C'est la Mhm. magie de, c'est la magie de ChatGPT. Donc à ce moment-là, nous, on était avec notre écosystème de corporate. Donc aussi, on a bâti en 10 ans le plus gros écosystème de corporate au monde, adossé ici. Et on décide qu'effectivement, c'est le moment de tout arrêter, non pas de pivoter comme une start-up, mais d'accélérer totalement sur un des sujets sur lequel on était. Excellent. Et ben, tu vois, cette virtualisation, on est au 136e épisode. On m'avait jamais présenté ChatGPT comme ça et c'est très intéressant. Mais je comprends, après avoir lu justement le nouveau livre de Hélène Cao, là, enfin, donc, sur l'histoire, les nightmares de OpenAI, là, il y a un super livre qui sort cet été, qui vient de sortir. Mm. C'est un peu ce que ça raconte. Et après, quand je t'écoute aussi, je réfléchis et je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, OpenAI, quand tu regardes, il n'y a pas de VC dedans, historiquement. Il y a il y a Microsoft, il y a Reid Hoffman en tant que business angel, mais sur les premiers tours, il n'y a pas de VC, quoi, en fait, hein. Je crois qu'il y avait Kochla Oui, Venture, ah, t'as raison, t'as raison. donc, Oui, c'est vrai, c'est et vrai. donc avec directement Vinod Kochla, qui a l'habitude des paris totalement disruptifs. Pratiquement, il joue presque avec C'est son vrai, propre c'est vrai. argent, Mhm. et donc met des tickets sur les paris les plus disruptifs du monde. Donc peut-être que 90%, il a le courage de faire que 90%, Ouais. bon, j'exagère peut-être, mais des paris ne soient pas couverts de succès. Par contre, à un moment, la magie peut arriver, et quand on voit effectivement l'histoire, il s'est passé quelque chose de magique au niveau de la tech que personne attendait. Franchement, c'est incroyable. Mais j'ai reçu un chercheur basé en Suisse, qui est un chercheur de méta. Il m'a dit, tu vois, alors que quand même c'est quelqu'un qui a écrit le Little Book du Deep Learning, il est très pointu. Il me dit, quand il voit les Transformers, il se dit, waouh, algorithme en mode zone 51, quoi, tu vois. Quand j'entends ça, tu te dis, c'est incroyable. Il y a un avant, un après. Toi, tu utilises aujourd'hui l'IA, donc je suis très curieux, hein. Mhm. Est-ce que toi, tu l'utilises? Qu'est-ce que tu utilises? Et Mhm. aussi, après, au niveau de KT, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, on a plusieurs choses. Alors, moi, j'utilise plutôt, basiquement, ChatGPT. Donc, c'est assez intéressant. ChatGPT version professionnelle, pour un D'accord, certain ouais. nombre de raisons. Mhm. Et Confidentialité, peut-être aussi, sécurité des données, confidentialité, et oui. puis on peut faire plus de Bien choses. sûr, bien sûr. Et en termes d'utilisation, si je pouvais donner, parce qu'aussi c'est important d'abord pour l'utiliser, pour diverses choses, puis dans effectivement mon métier, il faut à la fois connaître quand même un petit peu le stack technologique, mais on en a parlé, pour comprendre vraiment d'où va venir ou d'où vient la magie, puis aussi être utilisateur et être au plus près. Et moi, ce qui me frappe avec ChatGPT, c'est que l'IA ne sait pas quand elle a tort. C'est vrai. L'IA ne sait pas quand elle a tort, c'est ça. Alors, il y avait des philosophes qui disaient: je sais que je ne sais rien. Bah, l'IA, elle sait elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que quand tu regardes vraiment, en fait, elle prend plutôt le buzz. Donc, ChatGPT organise très bien les choses sur la base de ce qui existe, et ça. Hmm. Mais finalement, c'est un résumé de ce qu'on voit sur l'ensemble des données. Donc, c'est utile, mais il ne faut pas garder aujourd'hui, il faut garder toute sa lucidité d'esprit et son esprit critique par rapport à ChatGPT. Euh, Très intéressant. Même O3, hein, justement, Sam Altman se faisait challenger dans une émission là, organisée par The Hard Fork, un podcast du New York Times. On Mm. lui disait, oui, O3 se trompe plus que O1, tu vois, et il le reconnaissait. Il disait que ça allait être corrigé dans GPT-5. En ce moment, on parle peut-être de Euh, rumeurs d'un GPT-5 pour juillet, donc on va mm. voir.
dans les jours qui viennent, Denis. Et ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase d'un chercheur d'OpenAI allemand que je viens de voir Mmh. et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, on est un peu dans la Mmh. philo, mais c'est ce qui me fait marrer aussi dans l'IA. Il nous dit, bah, ChatGPT, comme tu l'as dit, il va pas te sortir forcément donc quelque chose de vrai, quelque chose d'exact, tout pile, mais il faut se dire que c'est comme nous, notre mémoire. Si je pense à ma mère, tu vois, ou à ma femme, et que je cherche à faire une image dans ma tête de ma mère ou de ma femme, mon cerveau ne va pas, bam, sortir une image telle quelle. Il va reconstituer une Mmh. image à partir de souvenirs. Donc d'une certaine manière, en fait, il va, la reconstituer comme un modèle, tu vois? Va reconstituer quelque chose à partir de ces données d'entraînement et des tokens et tout ça, quoi. Et hem et c'est vrai que donc on a un petit peu un, en tout cas, on n'est pas sur la vérité telle quelle à ce niveau-là. Exactement, et Mmh. comme c'est L'original, ouais. présenté de façon, très très académique, quand on a les résultats, si on est paresseux intellectuellement, on a tendance à accepter les choses. Mais après, on va pouvoir coupler. On voit bien que le départ a été donné, que la façon d'interagir existe et que la base est là. Donc après, on voit qu'il suffit de tirer de la pelote, qu'aujourd'hui, c'est pas exactement, mais que des logiciels peut-être vont pouvoir retransformer la chose. Je dirais que ça ressemble aujourd'hui, c'est Mmh. comme un sondage. Des Mmh. fois, on fait un sondage, mais on doit redresser le sondage pour avoir Mmh. effectivement les nombres. Et là, on va rentrer dans une phase de redresser le sondage. C'est peut-être aussi au niveau de ce qui est à la fois pour le grand public et professionnel. Et peut-être qu'en fait aussi les apps professionnelles, les utilisations professionnelles vont intégrer ces algorithmes et que les data, les process internes vont permettre de redresser les Mmh. résultats en allant plus loin. Tu raison, le sondage, c'est une très bonne image aussi, donc on est sur, un calcul, des probabilités et qui nous permettent derrière qui nous servent, qui nous Mmh. permettent d'avoir une tendance, mais qui disent pas tout, je suis d'accord. Tu gagnes beaucoup de temps avec l'IA générative, est-ce que tu as une petite utilisation secrète à nous révéler, un petit tuyau? Heu, non, mais ce que je préfère faire, c'est, des fois, on vous envoie des documents, des Mmh. PDF, pas seulement dans la vie, professionnelle, Ouais. mais aussi, on peut envoyer des devis, et cetera. À ce moment-là, je mets mon devis qui peut Ouais. être plus ou moins complexe dans ChatGPT, et à ce moment-là, je peux poser n'importe quelle question sur le devis. Alors quand c'est un petit peu complexe, quand il y a par exemple, une partie dans le devis, une sous-partie à tel prix, on peut dire: «Tiens, est-ce que le devis par rapport à ce que coûte, ça peut Ouais. être un devis pour construire une maison ou autre, est correct et pas correct?» Puis il va vous sortir, telle pièce, telle façon, c'est plutôt correct. Là, ça ne l'est pas, et cetera. Donc voilà, c'est peut-être l'utilisation qui me fait gagner le plus de temps par rapport à ce que je ne sais pas. Ah ouais, mais là-dessus, on peut gagner un temps incroyable. Je reviendrai là-dessus, mais quand je t'écoute sur le devis, moi, j'ai le même réflexe et en fait, je me rends compte que, de temps en temps, ma femme me demande de faire un truc, un peu relou, quoi, tu vois? Parce qu'elle a un resto, tu vois? Et donc, dedans, elle va me demander de l'aider. Mais je me rends compte que grâce à ChatGPT et moi, aux autres modèles que j'utilise aussi, tu Mmh. sais, Claude, Grok et tout, et j'utilise un peu tout en Mmh. parallèle, j'ai quasiment l'impression de jouer à un jeu vidéo à ce moment-là, quoi, tu vois? Je challenge le devis hyper Mmh. rapidement, du ping-pong et tout ça Mmh. et en fait, je suis presque dans un truc, de gaming où je me dis: Mmh. «Bah, en combien de temps et en combien d'interactions, tu vois, je peux plier ça, quoi?» Mmh. Enfin, c'est quand même agréable, Et quoi. ce qu'on est en train de regarder, parce que chez AKT Innovation, on est un fonds global, donc on investit la majeure partie en Europe et en France, aux États-Unis et aussi Mmh. en Chine. Et donc, il y a 15 jours, j'ai passé une semaine en Chine, et bon, il y a DeepSeek qui est Ah sorti, bah, oui, oui, donc oui. et avec assez peu de visibilité sur ce que, tout d'un coup, tout le monde a appris qu'il y a quelque chose qui s'appelait DeepSeek, que ça consommait 10 fois moins d'énergie qu'effectivement les modèles, GPT, et donc j'ai un peu traîné, enfin l'équipe, on a une équipe Ah, qui est organisée, excellent, quand on dit excellent. traîner, dans plusieurs villes, chinoises, dont Suzhou, Shanghai, Hangzhou, et C'est avec Hangzhou, DeepSeek, hein, c'est ça, et hein? ben, c'est près Ouais, d'Alibaba, ouais, et ouais. cetera.
et vu effectivement un certain nombre de choses Ah, j'adore, Denis. qui allaient sortir. Et donc, on est en train de réaliser quelques investissements vraiment early stage. Je dirais de sociétés dont certaines, peut-être les nouveaux DeepSeek. Et par rapport aux apps dont tu m'as parlé, notamment une, on ne parle pas trop, c'est un peu un teaser pour le mois prochain, quand on Vas-y. fera le communiqué de presse, qui en fait qui agrège un ensemble d'apps et de process et qui permet de les orchestrer et de faire travailler tout ce qui existe en très bien. Et Manus, il y a cette app Manus, en Évidemment. 2 jours, ils ont sorti Open Manus. C'est la même Ah chose, ouais. en plus en open source, pour permettre d'agréger un certain nombre de choses. Donc on a rien vu encore de ce qui va se passer, et c'est très excitant. Ah mais Denis, quelle chance. C'est la première fois qu'on a un reporter chinois en live qui nous revient de Chine. Non, non, mais ça, votre côté international, KT, c'est super intéressant. Et la Chine, bah oui, DeepSeek, on est obligé d'en parler. Le Nasdaq qui perd 15% sur ce moment DeepSeek. Ensuite, les restrictions sur les puces, donc par la Maison Blanche, par Trump. Et après, tu as raison, ce moment Manus, on se dit, est-ce que c'est un DeepSeek 2, tu vois, d'une certaine manière. Finalement, ça n'avait pas été perçu par le monde entier tel quel, mais n'empêche que sur l'orchestration, le super agent, l'orchestration de modèles, Ouais. c'est extraordinaire. Il y a un papier de recherche là-dessus sur comment faire travailler des agents pour décomposer des problèmes en sous-étapes, avoir des Ouais. systèmes multi-agents. Et là-dessus, Manus est extraordinaire. Et il y a Genspark aussi. Genspark, alors après, je savais pas trop d'où ça venait, Genspark, donc j'ai dû dire dans un podcast que c'était américain, mais c'est américain-singapourien, mais avec des fondateurs qui travaillaient, qui étaient chief scientist de Baidu. Donc on est Mhm. quand même sur quelque chose de chinois. Et donc en fait, les Chinois, ils n'ont pas 2 ans de retard, comme le disait Eric Schmidt à une époque, c'est 3-4 mois, voire même niveau. Et sur ce sujet agentique, travailler avec plusieurs modèles, ils Mm. sont excellents en fait. Ils sont excellents. Et aussi, ça peut montrer qu'en France, on est aussi excellent et qu'on doit se considérer excellent Hmm. sans aller aussi faire de l'autopromotion. Pourquoi? Parce qu'avant DeepSeek, effectivement, au niveau un peu, peut-être c'était du marketing, Hmm. on avait l'impression, certains disaient, l'AI, c'est une révolution américaine. Bon, un Bien mois sûr. après, DeepSeek sort, et ça veut dire que des entrepreneurs de talent, Ouais. qui peuvent sortir effectivement quelque chose qui révolutionne, qui fait avancer, et que la course est vraiment ouverte à tout le monde. Et en France, on a peut-être le meilleure formation pour des scientifiques, pour des ingénieurs, parce qu'on voit les choses peut-être un peu plus larges dans notre éducation. Et donc, effectivement, on a une carte à jouer. Il ne faut pas se laisser impressionner. Et la France est le meilleur pays d'Europe au niveau de l'intelligence artificielle, et a vraiment une carte à jouer. Il ne s'agit Hmm. pas de savoir si on est premier, deuxième ou troisième, j'espère au moins troisième en France, Ouais. mais vraiment de pouvoir faire son AI avec son style qui correspond à ses atouts et qui permet effectivement d'entraîner l'ensemble de l'économie sans oublier effectivement qu'entraîner l'ensemble de l'économie, c'est aussi garder les emplois, etc. Donc Hmm. c'est aussi à ça que sert, moi je pense, le moment DeepSeek, de dire on a un peu notre DeepSeek et tout. Puis là, ça a commencé avec notamment Mistral, on Ouais. a Gingfest, mais je pense qu'il peut y en avoir encore des tas. Donc je pense, comme investisseur en France qui investit dans les sociétés françaises, là, le temps est vraiment très, très intéressant. Écoute, ça fait plaisir. C'est bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Après, on a eu trop de French bashing, de shaming et tout, alors on a quand même énormément de talent. Tu as mentionné le sujet de l'open source en parlant là Ouais. justement de Open Manus. Open Manus. Mm. Bah, c'est une des caractéristiques communes de ce dont Ouais. tu viens de parler au niveau DeepSeek, Mistral. Ça, c'est un vrai point fort. Et quand tu nous parles aussi de l'enseignement, DeepSeek, Denis, donc toi, j'ai redécouvert ça, mais toi, tu es quand même issu d'une filière scientifique à la base. Hein. Oui, tout à fait. Hmm. Moi, j'étais chercheur. J'étais un chercheur dans un labo
qui faisait des semi-conducteurs en faisant du quantique. Donc j'étais chercheur en quantique T'as pas fait de appliqué réseau de neurones dans tes études, tout aux ça? Ouais. semi-conducteurs. Bon, on en a fait un petit peu, mais Ok. c'était pas ma D'accord, ouais. spécialité. J'ai démarré dans le métier d'investisseur pour aider effectivement les chercheurs du laboratoire. Ils avaient commencé à créer un fonds pour qu'ils puissent créer leur société avec leurs travaux de recherche. Et c'était le premier fonds, on va dire, de spin-off Ouais. de France, un peu par hasard. Et comme ça m'a plu. Et puis, voyant des chercheurs qui pouvaient devenir entrepreneurs, Ah. voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ma vocation. Donc, tu es passé de chercheur à investisseur, en fait, alors? Ouais, Exactement. ouais, ouais. Donc, exactement. C'est Donc, assez rare, ça, au final. Enfin, je veux dire, en France, sur les investisseurs. faut être entrepreneurial. Je Hmm. pense qu'au plus, on est à un moment de transition, à un moment où beaucoup de choses changent dans le monde. On parle de l'AI. Bien Et sûr. donc, je pense, il faut avoir effectivement faire ce qu'on a envie de faire, essayer, puis être dans la possibilité d'apprendre et d'essayer de ne pas forcément être dans une case et puis d'avancer en suivant ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que au moment où je l'ai fait, bon, à l'époque, les gens disaient: «Mais ce que tu fais n'est pas un vrai métier». Je dis: «Comment ça, c'est pas un vrai métier? Mais c'est Ouais, ce que j'ai envie de faire». Non, c'est pas un vrai métier. Un vrai métier, c'est travailler dans un grand groupe ou de bien sûr. devenir de chercheur de laboratoire, et cetera. Ils disaient: «Mais non, financer des entrepreneurs qui cherchent, les aider et tout, pour moi, c'est un métier». Et donc le fait de devenir investisseur dans la tech, on va dire 20 ans après, est devenu un, je pense que maintenant on considère que c'est un métier. Donc, je pense notamment, c'est très intéressant de voir la jeune génération d'entrepreneurs, ceux qu'on ne voit pas encore forcément sur les estrades, Ouais. on va dire. Il y a vraiment, et on le voit dans le monde entier, dans une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est différente, qui a aussi l'avantage d'être finalement à l'époque de l'intelligence artificielle où tout est refait et qui avance, qui n'a pas de doute et qui raisonne un peu différemment et peut-être aussi qui est le résultat des 10 dernières années, de la façon dont le monde a Hmm. évolué. Et donc, moi, j'ai énormément de confiance que ces entrepreneurs vont très bien faire. Et donc, ce fonds d'1 milliard, c'est vraiment pour cette génération Hmm. d'entrepreneurs qui ne sont pas encore connus, qui sont en... Ils ont toujours des images aux États-Unis, ils disent des underdogs. Et Bien sûr, bien ben, sûr. nous aussi, enfin, quand on démarre, donc ces gens-là qui veulent prouver que personne ne croit forcément, qui ont la vision et qui veulent développer la vision pour faire quelque chose de bien. Et ça, je peux te dire que en ce moment, il y en a plein dans le monde et c'est ce qui nous plaît beaucoup chez KT Innovation, de Hmm. participer à ça. Ah oui, d'accord. Donc, alors, je reprends juste sur ce que tu disais parce que j'adore. Je pense qu'on en reparlera à la fin de l'épisode. C'est vrai que les métiers se sont quand même beaucoup transformés ces dernières années. Là, alors là, ce qu'on fait en ce moment, notre discussion, Denis, on fait un podcast. Est-ce que c'est du boulot? Est-ce que c'est un travail pour moi de faire ce podcast? En vrai, tu vois, je ne sais même pas. C'est aussi une grande partie de plaisir. Mais tu vois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et on se serait dit, bah, qu'est-ce que font ces deux types à se retrouver un vendredi après-midi, fin juin? C'était pas un boulot, tu vois, comme ce dont tu nous parles sur cet investissement tech. Donc ça, c'est quand même super marrant, tous ces nouveaux métiers qui arrivent. Et j'adore quand tu dis, et j'avais pas compris ça, donc dans ce fonds d'1 milliard, qui est quand même un véhicule colossal sur de l'investissement tech, euh, levé donc en partie en France, je n'avais pas compris qu'il y avait cette dimension générationnelle, en fait, d'une certaine manière, que c'était aussi pour accompagner, oui, ces jeunes, quoi. Enfin, Alors, mais évidemment. c'est effectivement pour, je dirais, accompagner les entrepreneurs de Hmm. façon générale. Mais là, on est en train de se rendre compte, on est en train de voir cette nouvelle génération et on est ravis de constater que elle existe et qu'on est en train de Ah ouais. les financer, ils ont peur de rien. Ils veulent vraiment aussi.
à la limite, ils sont eux-mêmes de l'ESG parce Ouais. ils veulent faire quelque chose, ils veulent créer quelque chose d'utile, ils voient comment le faire Mmh. et ils avancent. Et puis inversement, par exemple, pas forcément, là, j'ai pas un paramètre pour nous. Par exemple, la génération un peu plus d'après, le fondateur de Nabla, lui, c'est autre chose. C'est un fondateur qui travaille un peu sur ces sujets depuis des années, qui a vécu aux États-Unis, qui a été dans les laboratoires de Facebook, Ouais. qui a vendu des sociétés et qui remet ça et avec un énorme succès et en plus en partant de France avec la R&D en France. Donc il y a tout un type, il y a beaucoup de typologies, mais je voulais vraiment afficher ma confiance Ouais. envers cette nouvelle génération qu'on Mmh. voit arriver là maintenant, puisque on est un peu en avance de phase, nous, parce qu'ils ont besoin de financement, donc ils viennent nous demander du financement avant d'avoir fait tous leurs produits, mais qu'on verra dans quelques années. Ah ouais, ouais. Et je pense qu'on sera fiers quand on les verra. Ah mais je vois bien, mais en fait ce fonds, ça se lève pas comme ça se lève pas en une semaine, un fonds comme ça d'1 milliard. Mmh. Ça je pense que ça veut dire que vous aviez quand même déjà commencé à travailler un peu sur le roadshow, quelques mois en avance et vous aviez peut-être déjà initié des premiers deals, avec ce fonds, en amont notamment, bah, alors Nabla on parle de dans ce fonds, tu as peut-être déjà Nabla, Arkemia, Ouais. Antalpic, Tout à c'est ce fait. véhicule-là déjà? Oui, oui, tout à fait. Et alors est-ce que tu peux nous dire: «Oui, bah, on a levé ce fonds et vous on a Oh, déjà investi, voilà. voilà dans quelle Et en boîte?» fait, Mmh. tu vois, lever le fonds Ouais. n'est pas le bon terme. On dit Ouais, qu'on lève un fonds. d'accord. En fait, ce fonds a été un projet parce qu'on a un modèle très, très particulier qui est de créer des écosystèmes avec de grands corporates. Parce Mmh. que, bon, quand on a créé KT Innovation avec Mingpo, je crois Ton qu'il y avait associé deux, alors, qui est chinois, excuse-moi, qui est un entrepreneur qui est arrivé en ouais, France. Elle avait moins de 20 ans, avec rien, qui ne parlait pas d'ailleurs français, et qui est le modèle de ce qu'on peut voir aux États-Unis. On le glorifie beaucoup aux États-Unis, et qui a entrepris, qui a fait une école d'ingénieur en France, qui a réussi aussi à créer une première entreprise, et puis mmh. qui a lancé un fonds de private equity avec Édouard Monet, KT Capital, KT Private Equity, pour aider les sociétés un peu plus matures Mmh. à faire de la bonne prospection commerciale, notamment avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis, et à créer de la valeur. Et donc, quand on s'est rencontrés il y a à peu près 10 ans, Mingpo voulait faire de la tech. Moi, je vivais à San Francisco. Et Mmh. lui était aussi souvent à New York. Et donc, on s'est dit que KT Innovation, dans la tech, avoir un grand fonds global, déjà, c'était pas la mode, parce qu'on disait qu'il fallait être à une roue de bicyclette du Ouais, fondateur pour l'aider. Nous, on se disait, le fondateur, normalement, il connaît son travail. ouais. Donc, si vraiment je dois aller lui dire ce qu'il faut faire tous les jours, peut-être que c'est pas le bon fondateur. On va le laisser travailler, mais on va l'aider avec un réseau. Et on s'est dit, c'est pas les startups contre les grands groupes, c'est les startups qui, avec les grands groupes, vont créer les solutions de demain, vont créer les emplois de demain. Et donc, on a un ensemble de corporates. Et donc, on a Donc avec... tu en plateforme alors, un peu, Hmm. on peut dire que tu es en plateforme un petit peu? Exactement. D'accord. On a créé Mmh. une plateforme pour opérer, pour se permettre de se rencontrer les gens, de faire des affaires. Et en plus, on donne de l'argent aux startups pour se la financer pour que ça marche. Et donc, Mmh. ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, au lieu de lever un fonds, on va essayer d'aller jusqu'au bout, d'avoir un projet de résolution de problèmes. Et donc, on a pris 4 verticaux. Ces 4 verticaux, OK. c'est FinTech, Digital Healthcare, Consumer. Ouais. Bon, des fois, je parle un peu anglais, mais ça Vas-y, va, vas-y, ici, là, on est bon là, j'ai le droit. sur ça, ça va. Et énergie. Et donc, on Ouais. a principalement sur les 4 verticaux, avec les changements de l'intelligence artificielle, comment effectivement Mmh. l'intelligence un certain nombre de grands industriels se sont impliqués dans le projet, ont financé le fonds, des grands investisseurs comme la BPI et des assureurs ont aussi mis. Mmh. Et donc, c'est un projet de changement, d'accompagner le changement, de transformation industrielle, avec en travaillant un travail entre les startups et les grands groupes, et en finançant les meilleures startups. Donc on n'a pas Mmh. créé un fonds,
On a créé un projet de transformation. Et ce projet est doté d'1 milliard Et effectivement, d'euros, on est grosso arrivé, modo? on a dit, qu'on allait, lever 1 milliard, un peu au début du moment où, Mmh. quand on a commencé, on a vu que les on est un peu entrepreneurial quand même. Ouais. On s'est donné une vision. Des fois, on dit les entrepreneurs de la tech font des promesses autoprédictives. Ouais. Donc il dit: «Je veux faire ça parce que c'est le projet, il faut ça pour développer l'idée», même si ça paraît un peu difficile au début. Donc on a dit, il y a à peu près, 2 ans, Mmh. on va lancer un fonds d'1 milliard dans 4 verticaux pour aider à la transformation de ces 4 verticaux, alors que franchement, les levées de fonds, c'était bien ralenti. Donc finalement, Bien sûr. les gens ont adhéré. Nous, en fait, on a été aussi beaucoup aidés par nos investisseurs actuels. Parce que quand on a plusieurs fonds, Mmh. que ça s'est bien passé, qu'on a de la confiance, on a trouvé un support très fort de nos investisseurs existants qui ont investi plus que dans les anciens fonds parce qu'ils étaient très heureux. Bon, des rendements, ça allait, et de la relation, et Ouais. donc voulaient être dans ce projet. On a eu des nouveaux, et donc effectivement, on a réussi à closer ce fonds à un moment aussi où l'AI, ça coûte cher. Il faut des poches profondes pour l'AI. Donc, si on veut que les sociétés qui naissent en France puissent avoir les moyens de Bien se sûr. financer, soient pas obligés toujours d'aller chercher de l'argent à 10 000 kilomètres, eh ben, Ah bah, il faut c'est avoir le sûr. moyen de répondre aux besoins. Et puis, comme ça va très Ah bah, vite, je te il faut rejoins, pouvoir Denis. refinancer rapidement, comme s'il n'y avait pas de refinancement, mais en Mmh. suivant l'évolution du projet. Ah non, mais c'est sûr qu'on sait qu'aujourd'hui Mistral n'est plus détenu en majorité par des capitaux français ou européens. Peut-être que ce le sera à nouveau s'il y a un nouveau tour de table, hein, apparemment, qui doit se faire. Euh, mais c'est important qu'on investisse, en tout cas, dans notre écosystème. Euh, sur les entreprises partenaires de cette plateforme, c'est quoi? C'est des labos pharmaceutiques, c'est Total, Alors c'est la BPI, tu c'est disais. public. Hmm. La BNP a été un gros Hmm. sponsor du côté finance, Sanofi du côté Sanofi, d'accord. santé, Total du côté énergie. Ouais. Et puis, donc Oui, oui, donc tu as des grands leaders que je côté, donc reconnais des grands leaders. et qui vont Voilà. bien avec les startups que moi, en tout cas, que je connais, hein, que je dois recevoir aussi sur ce podcast. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des premières pépites dans lesquelles vous avez investi moi, en tout cas, Ouais, Antelpic, ça m'intéresse énormément. ouais, Akemia aussi, je te le disais, à d'accord. titre personnel. Ouais. Nabla, tu nous en as parlé. Enfin, à toi, mais à toi d'en Mmh. choisir quelques-unes si tu veux bien. Ah, je peux en choisir d'ailleurs, dans le portefeuille, un T'es peu libre, ta carte blanche, Denis. dans le monde entier. Ouais, Donc, ouais, ouais, vas-y. pour expliquer quand même, Nabla, On veut pas faire de jaloux, voilà, mais c'est sympa puisque quand même. je vais Voilà. commencer par celle dont tu as parlé, puisque tu as introduit le sujet. Donc, Nabla, Mhm. dont tu as parlé, en fait, c'est quelque chose qui fait gagner déjà 2 heures par jour au médecin. C'est-à-dire, le médecin, c'est Incroyable. une sorte d'agent, que ce soit dans un hôpital, qui prend les notes à la place des médecins, qui les réarchitecture et qui fait qu'en fait tout est prêt à envoyer à l'assurance, etc., voire même directement pré-rempli dans l'assurance. Donc, si le médecin, généralement, d'abord, il y a des déserts médicaux, Bien on sûr. manque de médecins, et puis généralement, il y a une vocation, ou elle a une vocation, c'est soigner les gens. C'est T'as pas raison. passer 5 heures par jour à remplir des papiers. À faire de l'admin, et on le dit très souvent Et ici, donc, ils sont très souvent en burn-out. Moi, je dois avoir un pote médecin ce soir, tu vois, je lui en parlerai. voilà. Mais 2 heures par jour, et ça, c'est la puissance de l'IA, Denis. 2 heures par jour, c'est Exactement. quoi? C'est quasiment c'est 20% de son temps. C'est quasiment Et, une journée par semaine, quoi, au final. et en plus, la société a démarré aux États-Unis, où Hmm. la santé, c'est un écosystème complexe. Donc, même après, une fois que tout est rempli, il peut y avoir des erreurs. Donc, après, tout revient. Donc, c'est 2 heures par jour, mais ça redevient 4 heures parce qu'on évite des erreurs. Donc, la société part bien, excellemment bien aux États-Unis, va J'ai être vu bien avec positionnée. un hôpital américain très connu, là, L'hôpital Sinai, et Sinai, puis des gros voilà. Ouais. hôpitaux à Los Angeles. Donc,
font un travail remarquable. C'est la meilleure technologie du monde. Alors l'autre dont tu as parlé, c'est Akemia, auquel je suis assez sensible. J'ai rencontré le fondateur, je lui Ouais, ai parlé, on s'est dit: «Vas-y, il faut qu'on fasse un truc». ouais, Heu et moi vas-y et ça m'intéresse énormément et là, c'est un peu deep tech et tout, mais c'est ouais, ça ouais. qui est cool. Il a fait un truc Ouais. génial. Donc, en fait, c'est un chercheur qui était au carrefour français de la mécanique quantique, de la physique statistique et, et de la physique des solides. Et donc, il s'est attaqué à un problème qui est comment prouver. Je dis que l'IA ne savait pas quand elle a tort. Ouais. Eh ben, il allait résoudre ce problème pour la santé. Parce que quand effectivement on utilise l'intelligence artificielle pour aider à faire de meilleurs Mmh. médicaments, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. On pense que ça Mmh. a bien marché. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des essais cliniques derrière. Des essais cliniques, ça dure 10 ans, ça, on ne sait pas si ça marche, peut-être qu'il faut revenir un petit peu. Et grâce à ces méthodologies, là, pour la première fois, on a réussi effectivement à faire in silico, c'est-à-dire une simulation pour savoir si a priori un médicament, une molécule a plus de chances de marcher. Attends, là, on Et est sur Akemia ou sur Akemia, Akemia, hein, Akemia, pardon, voilà. moi j'étais sur Et Antalpic. et Akemia, bien sûr, Akemia oui, tout à fait. et à ce moment-là, si on se rend compte que ça a pas tout à fait ça marche pas tout à fait, en plus, la simulation peut dire: «Tiens, il faut un peu changer, cet angle dans la molécule de tel atome et tout». Donc à ce moment-là, on peut effectivement faire varier les choses pour lancer en essai clinique, les bonnes molécules pour les bonnes personnes et après les avoir refaites et ça, c'est absolument unique au monde et être le grand leur but, c'est de grand vérificateur, mondial et de changeur pour, Waouh! avant les essais cliniques et même pendant. Donc là, en fait, sur tes différentes phases, hein, d'essais cliniques, Ouais. grosso modo, si je comprends bien, tu fais en sorte que tu aies beaucoup plus de réussite, d'une phase à Au une lieu autre, de au ouais, lieu ouais. de lancer quelque chose qui Mmh. devrait marcher, Ouais. on lance quelque chose qui a 95 de chances de marcher. C'est pas tout à fait pareil. On sait que c'est quelque chose qui était extrêmement coûteux dans la recherche, dans les Voilà, laboratoires qui mettaient des fortunes c'est ça. là-dedans, avec un taux de Ah, succès qui était assez faible en effet. Ah ouais, ouais, ouais. et Mmh. Donc eux, en ils bossent beaucoup avec Sanofi, je crois alors, Oui, mais ils travaillent avec Mmh, Sanofi. mmh. Ils ont annoncé d'ailleurs avoir un partenariat avec un grand succès. Donc, on en est très, très heureux. On Alors a, ça, je connais bien donc, Emmanuel et j'ai ouais, rencontré le fondateur aussi, heu, Maximilien. Il y a Maximilien. Emmanuel et Génial. Maximilien. En plus, Maximilien sur le c'est plateau de BFM, hyper on sympa. cherche, Mmh. certains, mais effectivement des équipes mixtes, des Mmh. fondatrices, en plus, c'est une deep tech fondée par, une équipe diverse et où chacun fait effectivement son job. Écoute, ça a l'air d'être un énorme carton. Alors en plus, comme tu dis, tu parlais de ESG et tout. Enfin, franchement, ça peut accélérer la recherche des laboratoires, le Mmh. progrès médical énormément. Demis Hassabis de DeepMind nous dit peut-être qu'avec l'IA, et je pense qu'ils en font Mmh. partie, en 2035, peut-être qu'on pourra guérir toutes les maladies. Comme ça semble être une phrase assez dingue. Mais Demis Mmh. Hassabis, sur le papier, quand on l'écoute, c'est pas forcément le plus grand vantard non plus, hein. Je rappelle aussi qu'il a eu le prix Nobel de chimie en novembre 2024. C'est dingue, quoi. Non, mais c'est sûr Tu que vois là, un énorme progrès on peut potentiel? avoir Mmh. on peut avoir des soucis avec le futur de l'intelligence artificielle, effectivement, savoir qu'il faut faire attention, ne pas répercuter effectivement, des choses qu'on a vues par le passé. On a lancé des réseaux sociaux, après on s'est rendu compte qu'il y avait Mmh. des effets secondaires, il y avait un impact sur l'emploi, mais on voit clairement aussi que, eh bien, l'intelligence artificielle peut changer, la vie des gens, qu'on va, être soigné totalement différemment. Je parlais de notre société, Momenta, qui est la première, société de conduite autonome de Chine. Ah ouais. Effectivement, alors, il n'y a pas jamais eu de problème, ils n'ont jamais écrasé personne avec leur logiciel, mais on peut se dire au début dans la mise au point, est-ce que ça va être 100%, 100% sûr? Est-ce qu'on peut faire l'innovation 100% sûre?
La réponse, c'est non, parce qu'au Mmh. début, il faut mettre en place. Par contre, une fois que ça marche, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les risques d'accident sont déjà, ça c'est, et les chiffres d'ailleurs ont été rendus publics côté Waymo à San Ouais, ouais, ouais. Francisco, la voiture autonome est déjà 95% plus sûre que la voiture conduite par un humain. Donc à la fois, il y a peut-être un risque au début, mais à la fin, si les choses sont bien faites, le risque peut se retourner en une sécurité supplémentaire. Donc, Tu et c'est as aussi déjà pris une Waymo, toi, Denis? absolument. Ouais? Moi, j'ai jamais pris, mais J'ai pris ouais, la OK. Waymo à San Francisco. Ouais. D'ailleurs, maintenant, il y a plus de Waymo qui sont prises à San Francisco que de Lyft. Et je pense bientôt peut-être plus que d'Uber. Donc, et c'est assez intéressant parce que là aussi, on J'ai voit. vu que les stats sont folles, les stats alors et c'est sur l'utilisation que c'est incroyable, en fait. C'est que elles sont hyper commandées par les utilisateurs et elles roulent, beaucoup plus qu'un chauffeur normal, en fait, ouais. Et donc, effectivement, ce qui est assez étonnant déjà, c'est que, alors je ne sais pas comment on peut le prendre, mais les gens préfèrent avoir une Waymo à conduite Mmh. autonome qu'un Uber conduite par un humain. La voiture Mmh. arrive, on peut mettre sa musique, etc., Ouais. etc. Et on voit qu'il y a aussi un changement de modèle pour toute l'industrie de l'automobile, puisque des voitures peuvent rouler H24, peuvent effectivement venir vous chercher à n'importe quelle heure de Bien façon. sûr. Donc, on voit aussi qu'il y a une transformation de l'ensemble de la filière et qu'au niveau des emplois, etc., on ne sait pas exactement comment ça, il va y avoir des nouveaux emplois, il va y en avoir moins. On ne sait pas ce que ça va faire en net Ouais, ouais. Mmh. exactement, mais que certaines, ça montre bien comment certaines choses peuvent partir. Et ce qui est assez amusant, c'est que à Shanghai, la conduite n'est pas la même qu'à San Francisco. Ouais. Tu prendras, quand tu iras Vas-y. à San Francisco, Mmh. un Waymo, tu verras la conduite, les routes sont très larges, etc. Donc la conduite Mmh. est très douce, très lente. Par contre, à Ah, tu Shanghai, en as pris en c'est Chine bien. aussi? Tu as pris, ah Aussi. ouais, ouais. Là, des fois, il y a un peu plus de monde et tout, et elle est un petit peu plus, je dirais, directive pour Un peu plus pour sportive. changer de voie. Une conduite très sûre et juste un peu plus sportive. C'est-à-dire, le style de la conduite autonome dépend de la ville et de l'endroit où elle conduit. C'est marrant C'est ça, assez amusant. c'est marrant, ça fait penser, tu sais, comme les différences culturelles d'un modèle quoi, que ce soit ChatGPT ou Claude ou un DeepSeek, il va y avoir des petites différences. C'est très marrant si on ressent ça dans la conduite, autonome On, aussi, ouais. on reçoit Ouais. ça parce qu'Mmh. elle doit s'adapter, quoi. Et, Excellent. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. La voiture chinoise un peu plus nerveuse, en autonomie. voilà. Excellent. Je te demande une petite dernière parce qu'elle m'intéresse beaucoup, c'est Antalpic. Vous avez fait ça aussi, non? Oui, oui, Antalpic, eh ben, c'est un très, très beau sujet. C'est, en fait un projet industriel Mmh. qui fait l'ensemble, le tour de l'ensemble des processus industriels et le but, c'est de décarboner la chimie. Donc est-ce que parce qu'un des problèmes, effectivement, le changement climatique et Mmh. puis aussi la pollution et cetera. Alors effectivement, la chimie, c'est quelque chose d'extrêmement utile, hein, sinon on vivrait, différemment. Par contre, le faire évoluer, si on arrive à la décarboner, à inventer de nouveaux matériaux, eh bien, à ce moment-là, tout le monde s'en portera mieux. Et puis à quel coût, pour que ce soit accessible? Donc le projet, c'est effectivement de réussir à trouver ces nouveaux matériaux qui vont, être décarbonés, voire même Mmh. des fois des matériaux peu est-ce qu'on pourrait pas on il y a certains matériaux qui peuvent ou certains dans les mines, on peut Ouais, arriver à ne plus avoir tel ou tel, je dirais composant sur terre. ouais. Bah, peut-être qu'on peut en inventer des nouveaux qui font le même job, Waouh, dans les incroyable. processus et donc ça permet aussi de continuer le développement sans avoir, à assécher totalement la Mmh. planète, Bien sûr. voilà. Et ça, concrètement là-dessus, on a besoin de l'IA. Le cerveau humain n'est pas bien dimensionné pour, trouver comme ça des nouveaux matériaux. J'entendais même de temps en temps, ce serait, tu sais, l'IA, on dit, on pourrait trouver des matériaux qui piègent le carbone aussi, par exemple, tu vois? Par rapport en fait
aux réponses sur Mmh. l'environnement, la crise climatique. Tu te dis, waouh, c'est extraordinaire. Mmh. Mais on a besoin de l'IA pour ça. Oui, parce que ça va plus loin que ce que peut imaginer l'être humain. C'est-à-dire, on fait des Hmm. théories et après Ouais. on vérifie la théorie. Mais peut-être que si on dit le but, c'est d'avoir telle propriété, Mhm. en regardant tous les matériaux du monde, on va trouver que dans quelques endroits, il y a quelques corrélations qui font qu'on a cette propriété. C'est Mère Nature. Mère Nature a dit que ces corrélations donne telle propriété. On ne l'aurait pas imaginé parce que on peut quand même pas se Hmm. comparer à la nature, rien que le fait d'exister. Donc l'IA va permettre de remonter ces corrélations et ça va permettre à l'humain de se dire ah mais c'est donc ça qui permettait d'avoir telle propriété. Et donc à ce moment-là, Ah ouais. on repart sur, on est guidé et on peut peut-être arriver à percer quelques secrets de la nature. Écoute, c'est un très beau projet. J'aime bien quand tu nous parles de mère nature, ça nous remet un petit peu à notre place. Et en tout cas, l'IA est une magnifique pierre de Rosette, clé de décryptage de la nature. Espérons que ça nous donne plein de grandes réponses comme ça, qu'on sache lui poser les bonnes questions. Vous n'avez pas investi dans les LLM aujourd'hui Si, 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 si. pardon. Alors, Alors on a investi, mais mhm, de façon, ouais. tu as très bien vu. En fait, sur, les LLM de façon générale, on s'est dit que c'était pas forcément là où on voulait mettre, Mhm, l'accent. Parce que je t'ai dit, on s'est tout de suite, organisé mm, pour, effectivement avoir notre boussole, IA, à discuter avec les bien sûr. confrères, avec les investisseurs, les entrepreneurs du monde entier. Et puis on s'est dit: le entraîner des modèles en dépensant des milliards, est-ce que c'est vraiment, Ouais. ça que nos investis est-ce que c'est vraiment Mm, notre responsabilité de faire ça vis-à-vis de nos investisseurs? Peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être qu'on peut faire aussi, autre chose. Donc et on s'est dit aussi qu'il y aurait probablement, je sais pas moi, 5-6 grands modèles dans le bien monde et sûr. j'espère que Mistral, sera un des Tu 5 m'étonnes, tu des 5 m'étonnes. ou 6. Donc, on effectivement et d'ailleurs, Vivatech était un bon moment là, je sais pas si tu y es passé absolument. un petit peu, hein, ça nous Et donc a effectivement, mmh, on a vu Mistral était le fer de lance et puis on a vu aussi quelque chose de très important, c'était que beaucoup Mistral signait des contrats avec beaucoup de sociétés, françaises mmh, et on pense que nous, on n'a pas forcément les mêmes marchés financiers en ouais, en Europe qu'aux États-Unis et donc il y a quand même une certaine si on veut avoir une IA française, si on veut avoir de la souveraineté, il faut que les grandes entreprises ben, achètent des solutions bien sûr. françaises, les permettent de se développer. Après, elles vont s'exporter. Et voir ce mouvement qui est parti avec Mistral, c'était vraiment, pour mon cœur, Ouais, c'était vraiment très cher à mon ouais, cœur. Et pour répondre, donc, on s'est dit plutôt, nous, les applications. Donc, qu'est-ce qu'on fait en mmh, termes d'applications donc, pourquoi, en quoi ça change, etc. C'était plus un métier de start-up. Par contre, bon, on a investi dans Talpic, on ouais. a investi par exemple dans Bioptimus. Alors Bioptimus Ah, fait je des LLM. connais Jean-Philippe, Fait des bien LLM. Tu sûr. connais Jean-Philippe, Je connais très bien Jean-Philippe. une Jean-Philippe star mondiale. Jean-Philippe Jean-Philippe, Vert. absolument. Jean-Philippe, il m'a promis de venir lui, tu vois? Donc Ah bah, je connais très bien Jean-Philippe. je lui Je connais passerai le très bien. message. Et Et donc, je l'adore et tu as raison, bah, je pense que c'est un peu une légende, hein, parce que je connais des gens de Google aussi à une époque, ils me disaient quand même, ouais, ah oui, ouais. Avant qu'il quand soit chez Hawking en fait, hein, c'est c'est ça? le, Ouais. C'est le Chuck Norris de l'intelligence artificielle. C'est pas Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe qui parle de Google. C'est les gens de chez Google qui parlent de Jean-Philippe, une légende Ah de ouais, ouais. l'intelligence artificielle. Et donc, d'ailleurs, ce qu'il a fait, il est en train de faire les meilleurs modèles du monde. Donc, et c'est pas encore tout à fait public. Parce que ce qui s'est passé, Ouais. et là aussi, Oui, et là donc là ouais, tu fais un modèle à ce moment-là. Enfin on fait vous un investissez modèle et je dans un modèle. Un vais modèle d'ADN quoi. et un modèle d'ADN à tous les sens du terme, parce que son premier. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il fait? Et d'abord, c'est un spin-off d'Hawking, une Ouais. de nos participations. Donc, Hawking a passé plus de 10 ans à avoir accès aux meilleurs jeux de données en Europe Mmh. pour l'intelligence artificielle. Et les données dans la santé, c'est quelque chose de très précieux. D'abord, on ne les a pas. Ouais. Et puis, tout le monde n'a pas le droit
d'y avoir accès parce qu'il faut montrer qu'on est sérieux, qu'on ne badine pas Bien sûr. avec toute la vie privée, etc. Et donc, en partant, ayant accès, eh bien, notre star de l'intelligence artificielle et ses équipes, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en fait, les stars attirent les stars. Ouais, Et donc, on voit dans cette bien société sûr. des stars venir du monde entier pour travailler avec les autres stars. Donc, techniquement, le team, j'aurais peut-être pas trop en parler, sinon après tout le monde va chercher à Ah les bah, débaucher. surtout Mais en ce moment, cher Denis. Surtout. exactement. Mais donc je passe sur un autre sujet. Non, mais tu as Et, raison sur les stars attirent les et- stars. En ce moment, on parle euh, de Mark Zuckerberg, euh, Meta, qui est en train de poacher toutes les c'est stars à coût ça. de 100 millions de dollars par star. Ouais. Il va les chercher chez OpenAI, tout ça. Mais peut-être que les Waouh, stars ne cherchent pas que de l'argent, mais c'est vrai. aussi à travailler, à résoudre les problèmes avec les autres, avec leur père. Et Ah, donc, t'as j'espère raison, que t'as c'est ce qui raison. se passe et ce qui va continuer de se passer chez Bioptimus. Et donc, Bioptimus, ils ont Hmm. mis un premier modèle. Et récemment, en fait, dans la santé, c'est par rapport aux radios, aux radiologies, réussir à savoir avec une radio, à savoir prédire tout un tas de Hmm. choses qu'il est difficile de prédire à l'œil nu. Et ce modèle a été benchmarké par le laboratoire de Mammoth de Harvard, le meilleur laboratoire du monde pour faire ça, contre toutes les autres solutions Hmm. existant au monde, donc, et sur 10 maladies. Ah. Et 8 fois, et vraiment c'est tous les Mhm. noms connus, 8 fois sur 10, c'est Bioptimus qui est Waouh. sorti premier. Donc là, ils vont commencer. Il y a le modèle numéro 2 Mais qui va en plus je suis pas coupler étonné. un certain nombre de choses. Donc elle n'est pas encore très connue, je dirais, cette société dans la presse grand public, bien que voilà, ce que j'appellerais le microcosme, elle est assez connue. Mais on va peut-être voir des choses un peu disruptives qui se passent dans le domaine de la santé. Et là, je pense qu'on a peut-être un champion français. Waouh, tout ça grâce à un énorme talent, en effet. Et c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai discuté avec Jean-Philippe au moment de cette spin-off un petit peu de Dawkins. Je savais que ça allait cartonner. Waouh, et ça serait fabuleux. Avoir un champion français comme on a notre Mistral, il faut aller les chercher. Moi, j'ai, j'ai investi à titre personnel dans une boîte qui s'appelle Argile, qui fait des Mhm. avatars, qui est qui font des avatars SOTA, tu vois, aujourd'hui, state of the art, comme Agen. Et Mhm. donc, c'est une boîte française. Avoir un autre champion français comme ça dans l'IA comme Bioptimus, c'est extraordinaire. On va voir. Être On au top croise du les doigts. benchmark. On Ouais. croise les doigts. Ouais, écoute, bah, bravo pour ces investissements, en tout cas sur lesquels c'est difficile de dire que c'est pas des bons deals parce qu'on sent qu'ils sont quand même très progressistes, très tournés sur bah, la santé, le progrès médical. C'est quand même c'est génial. Bravo, bravo. C'est des super valeurs. Denis, j'aimerais te poser quelques petites questions aussi Mhm. sur. Alors, on disait, oui, donc c'est quand même la guerre aujourd'hui. Après, sur le recrutement, les talents, c'est à ce Mhm. niveau-là que je parle de la guerre et je précise ça dans ces moments compliqués. C'est vrai que Zuck, il va chercher des talents un peu partout, mais de temps en temps, tu vas avoir des personnes qui vont dire, mais pourquoi travailler chez OpenAI quand tu es chercheur? Alors, pour l'argent, oui, mais de l'autre côté, tu peux pas publier. Tu pas sur un projet open source que tu partages à tout le monde. Il y a plein de valeurs qui sont un petit peu, Mhm. qui sont pas forcément les bonnes. Sam Altman avait même dit qu'ils étaient peut-être du mauvais côté de l'histoire avec leur modèle closed source. Euh, Tu penses que l'open source, c'est un point, c'est un sujet important? Moi, je pense que ça va marcher. En fait, Mhm. je pense que, en tout cas dans l'IA, l'open source aura un rôle beaucoup plus Mhm. important qu'il n'a eu jusqu'ici, voire que Mhm. c'est l'open source qui va gagner. Pourquoi? Parce que bah, jusqu'à présent, les plateformes digitales qu'on a vues souvent, c'était ce qu'on appelle closed wall. Donc, Bien tout sûr, était ouais. fait en interne et il y a toujours eu on a vu effectivement qu'on ne savait pas trop ce qui se passait à l'intérieur et que c'est dit, une fois qu'on avait établi ces murs, c'était infranchissable. Et dans l'IA, on voit un peu le contraire, parce que Mhm. il est difficile quand même de faire une compétition avec l'ensemble. On a beau avoir
toutes les Ouais. chips Nvidia du monde et l'argent pour le faire tourner. N'empêche que si on a une communauté distribuée dans le monde entier, Ouais. avec chacun ayant moins de chips qui fait tourner, eh ben on arrive à faire mieux. Et en plus, alors peut-être que c'est pas bien au début, mais les modèles peuvent être distillés. Alors qu'est-ce que ça veut dire distiller? Ça veut Bien dire que sûr. quand on fait son modèle en tout seul, Donc une fois qu'on on l'a accuse sorti, DeepSeek aurait et été très je aurait parle, distillé je parle de OpenAI à fond. personne. D'accord. Et d'ailleurs, des fois on dit lui il a distillé, peut-être que lui il a distillé aussi. Mais lui on peut On pas a le l'impression de soupçonner. parler On d'un peut, on alambic, peut pas le mais soupçonner de distiller. Voilà. Et OK. ben à partir des modèles, on peut Mmh. quand même retrouver ce qui a été fait, faire une sorte de reverse engineering, et après on applique la puissance de l'open source. Donc il y a pas mal de questions. Moi, si j'avais un pari à faire, si on me disait, Mmh. est-ce que tu penses que c'est l'open source ou est-ce que c'est le close qui va Ouais. gagner? J'aurais dit, je mettrais plus sur l'open source. Et si c'est l'open source qui gagne, ça veut dire que tout le monde a vraiment ses chances. Ça veut dire que c'est vraiment un métier start-up. Ça veut dire que les entrepreneurs du monde entier vont pouvoir effectivement participer à cette révolution. Mais Je voilà. pense que Yann Lequin aura eu un rôle, majeur là-dessus. Ah Autant, tu vois, ben, moi, pour moi, sur la Mac 4, on pense qu'ils se sont un petit peu plantés et tout ça. Heu, hum, Yann, de temps en temps, apparemment, il est pas trop LLM. Alors après, attention, hein, c'est quand même le père fondateur. Mais en tout cas, sur l'open source, pour moi, bah, qui a permis hum, évidemment la construction de Mistral, hum. aussi certainement celle de DeepSeek. Yann Lequin, il est quand même à l'origine, hein, de Ah ça, bah hein. justement, je pense qu'on pourrait mettre la statue du commandeur pour ton blog. Tu devrais prendre une imprimante 3D et t'imprimer une statue de Yann Lequin. Ouais. C'est magnifique. Et d'ailleurs, il y a Yann Lequin. Et puis, en fait, dans beaucoup d'entreprises, les responsables de l'IA, les équipes, là c'est vraiment beaucoup de Français. Et c'est assez amusant aussi de voir les grands, les Mmh. GAFA, comme on dit. Ouais. Effectivement, pourquoi on a l'impression pourquoi Facebook a aussi lancé la maille fait de l'open source, parce qu'il était un peu en retard. Alors, comme il est un peu en retard au moment, il lance l'open source, du coup, ça distribue. Puis on voit aujourd'hui, peut-être aussi, il faut acheter tu disais, les meilleurs talents, les faire venir, mais à n'importe quel prix Mmh. pour être numéro un. Microsoft a fait un deal. D'abord, ce que fait le management a été extraordinaire lors de lancement d'OpenAI, à la fois en termes de commercialisation et Mmh. de, Bien sûr. d'ingénierie financière. Après, on peut se dire, mais que font-ils vraiment en interne si on délègue un petit peu ça? Ah Il faut aussi faire en interne ce qu'ils font, mais le choix au début était de l'open innovation. D'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs que faire confiance à des startups et les faire travailler, quand on a un grand groupe, même Microsoft, c'est utile. Et puis on voit Google. Google, lui, il a tous les ingénieurs. À un moment, il avait 50 sur les 100 premiers les ouais. 100 premières stars de l'intelligence artificielle, 50 travaillaient Ah ouais, chez ouais, Google. mais ils avaient tout. Donc eux, ils ont toute Et la tech, tous les ingénieurs, les TPU, et la puissance de et, calcul, les et ils sont ingénieurs. et le business model. Là, ils risquent de changer leur business model, mais ils y vont quand même. Mmh. Et donc on a vu les dernières performances de Gemini. Donc la course et les choses sont vraiment, c'est intéressant. Et j'ai oublié de dire, Meta qui a pris 49% de Scale AI aussi sur la labellisation des données, pour 14 milliards de dollars. Donc on a vraiment Meta qui est très agressif. Mais Microsoft qui a pris 17% en bourse cette année, hein, quand même, sur l'IA. Satya Nadella qui dit, bah, pour moi, tout va bien. La croissance, c'est comme si avec l'IA, en fait, la croissance annuelle était à 10% par an, tu vois, au lieu d'être sur un taux à 2 ou 3%, quoi. Et on est au début du début. Et je dirais même, pour Microsoft, ils sont en phase d'investissement extrêmement lourde Hmm, pour préparer l'avenir, mais en plus, les bénéfices augmentent alors que, bien effectivement, ils sûr. investissent pour l'avenir. Et je pense, parce qu'on regarde ça de très près, on s'aperçoit effectivement alors, que dans les plateformes AI utilisées par les entreprises, on commence à avoir des résultats significatifs et on voit certaines sociétés
qui ont lancé leur plan, qui ont commencé à donner un certain nombre Ouais. de résultats Mmh. qu'ils ont obtenus. Donc on voit qu'après, je veux dire, une période de 2 ans où ils ont commencé à évaluer, à bien prendre leur marque, c'est vraiment parti. Et on voit vraiment les résultats et les changements dans la Mmh. façon dont ils opèrent. Au-delà juste du simple chatbot, on commence à avoir un vrai impact, business. Denis, j'aimerais avoir un peu ton opinion, ton point de vue sur l'emploi. C'est un sujet, compliqué, Mhm. hein, on a eu récemment Dario Amodei, le CEO de Claude, Mhm. qui a fait une déclaration d'Anthropic, pardon, l'éditeur de Claude, qui a fait une déclaration en disant que et ça nous a tous parlé, que sur les jobs entry levels, les Mhm. jobs juniors, bah, en tout cas, il y avait un vrai risque dans 1 an à 5 ans, donc c'était pas hyper précis, mais potentiellement que tu vois, les entreprises n'embauchent pas trop parce que ben, un modèle surpuissant comme O3 Mhm. de ChatGPT, par exemple, pourrait faire Mhm. ces jobs. Euh, Comment est-ce que tu vois, toi, l'impact sur l'emploi, Mhm. sachant qu'il ne faut pas tout voir en noir, comme on disait, il y a Mhm. plein de nouveaux jobs qui se créent en permanence. C'est quoi ton feeling là-dessus, Denis, toi? Moi, je pense que on parle beaucoup de ce que peut faire l'IA en bien, en pas bien, Hmm. etc. En fait, par rapport aux régulations, etc., on ne sait pas encore trop ce qu'il faut faire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'emploi, c'est Hmm. peut-être la chose la plus importante. Il y a l'ESG, on dit Ouais. dans nos métiers, et je pense que c'est le S de ESG qu'il faut mettre en majuscule Mhm. pour social. Ok. Donc, Hmm. et aujourd'hui, c'est pas évident de savoir ce que c'est. Quand on voit la précédente révolution industrielle qu'il y a eu, avec le passage de la machine à vapeur, ça Hmm. n'a pas été très, très facile. Ça a été plutôt en Angleterre Bien que ça sûr. s'est joué. Et donc, effectivement, lors du remplacement, il y a un certain nombre de gens qui ont complètement perdu leur métier. Et ça a été quasiment révolutionnaire. Il y a eu des révolutions. Finalement, effectivement, ça s'est fait. Et on s'est rendu compte après qu'il y avait tout un tas de métiers qui ont changé et qui se sont développés. Donc, je pense qu'on est à peu près Mhm. dans la même veine, avec effectivement le stress qu'on voit qu'il y a un énorme changement dans ce que fait une start-up. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, on augmentait la productivité. On achetait un Hmm. logiciel et on augmentait la productivité. On disait, bon voilà, je serai 15% plus productif pour Ouais. adresser mes clients dans ma fonction financière. Et là, on refait, en fait, les startups ont vocation à refaire l'ensemble des processus Hmm. en partenariat. Donc, et donc, nous, comment on essaye de travailler en se mettant dans les conditions où on pense que ça va bien se passer. On fait quelque Hmm. chose de bien, c'est important. Et là, je vais citer Ouais. quelque chose. On a fait totalement autre chose pour la santé. Il y a eu des études sur les zones bleues. Est-ce que tu sais ce que sont les zones bleues? On s'est aperçu que dans 7, 8, 10 endroits du monde, les gens Ouais. vivaient plus longtemps. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh ben, c'était parce que naturellement, elle faisait tout ce qu'il fallait Mhm. pour la longévité. On s'est aperçu que certains, il y avait des escaliers. Donc, monter et descendre les escaliers assez souvent, Ah c'était en oui, oui, hauteur. oui. Donc, elle faisait un petit peu de sport. D'autres. Et en fait, c'était l'ensemble cumulé, où ils mangeaient beaucoup de poissons, parce qu'il y avait du poisson. Et puis, il y avait un lien social aussi. On s'est rendu compte que et c'est l'ensemble lien social, sport, alimentation et tout, qui faisait que pour des raisons particulières, sans se rendre compte, Ouais. eh ben, ils vivaient une vie saine. T'as Eh dit ben, les hommes nous, bleus ou les zones les bleues? zones bleues, Les zones les bleues. zones D'accord, bleues très bien. du monde. Mmh. Et, et nous, ce qu'on a pris comme parti pris, Ouais. c'est avec cette plateforme de faire travailler les industriels avec les startups. Les Mmh. startups ont plutôt tendance à foncer, à aller le plus vite possible et à dire ouais. Les industriels sont très innovants, vont un petit peu moins vite. Bon, peut-être parce qu'ils Mmh. sont plus gros, mais pas que, parce ils ont vu depuis tellement longtemps le sens des responsabilités, s'ils font quelque chose, quelles sont les conséquences, Ouais. il y a de l'emploi, il y a la conséquence sur l'environnement. Et donc, il y en a un qui veut. Mmh. On se dit toujours, est-ce qu'il faut aller vite ou pas vite? Si on ne va pas assez vite,
on va se faire dépasser, les autres le feront, donc on Ouais. va perdre tous nos emplois. Si on va trop vite, on va faire n'importe quoi. Et donc, en fait, en les faisant travailler aux solutions de demain, en les faisant collaborer, on fait travailler ceux qui vont le plus vite possible, Mmh. ceux qui ont tous cette responsabilité, et on peut espérer que de cette collaboration naît effectivement une avancée économique et sociale qui soit assez rapide, mais qui permette de passer cette phase. Donc, je ne sais pas, mais la façon dont on a structuré Cata Innovation et ce qu'on Mmh. faisait nous permet d'espérer être dans une zone bleue de l'investissement pour les Je gens. comprends, je comprends. Entre tes grands acteurs, tes industriels et les startups, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir un alignement au niveau social, en effet, Responsabilité, responsabilité, l'habitude de voir gérer, c'est le job. loin, Ouais, 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 ouais. D'accord. considérer les différents impacts. Mmh. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est ces solutions-là Mmh. qui vont marcher. Parce que si on a beau être la meilleure solution technique, etc., du monde, si effectivement on ne travaille pas dans le bon sens et pour le bien, etc., les gens Bien adhéreront sûr. pas et ça ne marchera pas. Mmh. Donc en plus, à la fois au niveau, on va dire, pour les gens, pour l'ensemble, à mon avis, c'est les solutions Mmh. qui vont être mieux, mais aussi Bien sûr. économiquement, parce que les solutions technologiques ont besoin d'une adhésion des clients et de l'ensemble ce qu'on appelle les stakeholders autour pour Bien vraiment sûr. s'imposer. Oui, oui, les stakeholders, j'espère que vous avez peut-être un cercle vertueux là-dessus. Denis, On l'espère. j'aimerais avoir aussi ton point de vue rapidement sur l'IA, l'éducation. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu vois Oui. des jeunes un peu? Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que tu leur dis utiliser ChatGPT à fond? Est-ce qu'il faut faire gaffe? C'est quoi ton feeling là-dessus, tes conseils? Alors ça dépend. Mmh. Déjà, finalement, j'ai 3 enfants, 2 qui Mmh. sont un peu plus, qui sont à OK, l'université, une qui est encore d'accord. au collège, Mmh. donc c'est merveilleux. J'ai finalement ceux que mes grands ont jamais été très réseaux sociaux Mmh. par hasard Tu du bol. et donc j'aurais tendance à dire que, qu'il faut en tenir compte de l'IA et qu'on est un peu peut-être au moment où la calculatrice Ouais. sortait, au moment quand la calculatrice sortait, les gens disent: «Non, c'est pas possible, on va pas utiliser la calculatrice pour faire des additions, des soustractions et des multiplications. Il faut savoir et des divisions. Il faut savoir, faire une division pour, comprendre la division» et voilà. Bah, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas posé une division et donc je pense qu'effectivement, il y a effectivement l'obligation d'utiliser ces outils, et de l'intégrer dans l'éducation. Mmh. Par contre, et comme l'IA ne sait pas quand elle a tort, c'est là où il Bien faut sûr. faire fonctionner son cerveau. Et des études ont Mmh. montré récemment que quand on utilisait l'IA sans penser, les zones du cerveau qui étaient Ouais. activées étaient relativement limitées par rapport à quelqu'un qui faisait le travail. Donc je Les dirais études c'est du vraiment du MIT, ouais, l'éducation, ouais, tout à fait. voilà, Mmh. voilà exactement. Et l'éducation, c'est à mon avis, enfin ça c'est tout à fait personnel, c'est utiliser tous ces moyens en les mettant en œuvre pour aller plus loin, mais en, je dirais, développant peut-être plus la créativité, la façon d'agencer les choses Mmh. que le par cœur. Bien sûr. Et donc, J'ai vu un chercheur d'OpenAI qui parlait de ça. Il disait, bah, au final, oui, la calculatrice, ça fait pas qu'on fait plus de maths, mais on fait des maths à un autre niveau, quoi, en fait, d'une certaine manière. Et après, avec l'IA, bah, on va certainement travailler de plus en plus le questionnement. Formuler une bonne question, c'est aussi un exercice intellectuel et important. peut-être que Mmh. ceux qui sont pas, Avec qui l'esprit étaient, critique dont tu parlais. voilà, et puis Mmh. peut-être que ceux qui étaient pas doués pour faire des divisions, et ben, ils peuvent avoir la division qui se fait et se Mmh. concentrer, sur pourquoi ils sont doués, ce qu'ils ont envie de faire. Bien sûr. Denis, 2 questions pour finir. C'est juste une question de temps. J'aurais pu prendre 1 heure et demie ou 2 heures avec toi. Sur la notion de AGI, c'est intelligence artificielle générale. Avant, Ouais. c'était un gros mot, j'avais pas le droit d'en parler dans ce podcast et tout ça. Maintenant, on ne parle que de ça. On dit que le test de Turing est derrière nous. L'AGI, ça te parle? Tu penses qu'on y est aujourd'hui? Moi, j'ai pas, enfin, quand on regarde effectivement Mmh. des modèles, j'ai pas
j'ai pas l'impression, enfin, c'est un modèle de déduction. On n'est pas vraiment dans le remplacement du cerveau humain. Je pense que c'est un autre sujet. Ah. Et par contre, est-ce que effectivement, sur beaucoup de sujets, l'intelligence artificielle va faire aller de plus en plus vite pour faire un certain nombre de tâches, à tel point qu'on a l'impression qu'elle pense? Sans doute. Mmh. Euh, mais j'ai du mal à voir l'intelligence artificielle animée d'une conscience. Et Mmh. on peut donner vraiment cette impression, puisque même l'humain réagit à un certain nombre de critères et de données. Et puis, je crois qu'il y a à peu près, je ne sais plus si c'était 10 ou 15 ans, il Mmh. y avait un des premiers films d'anticipation qui s'appelait Elle, je crois, où quelqu'un tombait amoureux d'un avatar d'intelligence Bien sûr. artificielle qui lui répondait de façon l'impression. Heure, tu veux dire, non? R, voilà, Heure, R. ouais, oui, J'ai c'est traduit en français. alors c'est moi. Elle, Et bien sûr, elle, Joaquin Phoenix, Scarlett exactement. Johansson, tout à fait, Et donc, l'avatar avait l'air tout à fait humain, mais répondait en fonction d'effectivement quelque chose de totalement statistique. Donc, croire et on que... apprenait que, bah, on comprenait qu'à la fin, bah, Scarlett Johansson parlait à 100 millions de personnes en même temps de la même manière, quoi. Enfin, Voilà, bon, et mmh. exactement. Et puis, je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose, il n'y a pas longtemps, on a eu le Go, enfin, il y a eu, et après, les mathématiques, où effectivement, on s'est rendu compte que sur des Olympiades de mathématiques, l'intelligence artificielle allait commencer à dépasser Bien sûr. les élèves. Là, en ce moment, est en train de monter la même chose en termes de culture générale, de philosophie, enfin de sciences humaines. Et c'est pas parce que Mmh. l'intelligence artificielle pourra donner l'impression de rendre un meilleur avis, devoir, ou je sais, au niveau de sciences humaines ou de philosophie, qu'elle sera dotée d'une conscience. Bien sûr. L'intelligence artificielle peut, on va dire, faire de la philosophie sans en avoir conscience. Alors là, et puis on peut embrayer sur nos plus grands philosophes. Et sur la simulation, un point, en tout cas juste l'info là, parce que j'en reparlerai certainement. Google, la DeepMind, apparemment travaille sur le prix Millennium, qui est un prix de mathématiques, avec un mathématicien star. Et je crois il est possible qu'il fasse des annonces dans les mois prochains, dans les semaines qui viennent, pardon, qui peuvent être extraordinaires sur la résolution de problèmes mathématiques hyper complexes. Ça va être fascinant. Hmm. Ah bah ouais, je l'ai dans la poche. Tiens, passe. Tu l'as dans Regarde. la poche? Pour finir, je vais te dire un des secrets Ah, qui nous vas-y. permettent de suivre, parce qu'il faut pouvoir investir au mois près pour être toujours au moment. Vas-y, Et Denis, donc à là, fond. tu vois, on s'est fait Why Now? Et donc on Ouais. s'est aperçu que tout sur... je montre ça. Mhm. Et on s'est aperçu qu'effectivement, une technologie commençait très rapidement à pouvoir utiliser l'Einstein quand elle donnait des résultats à plus de 80%. Et donc, quand ça commence à être 80% vrai, on sait que des sociétés vont se lancer, qu'elles vont pouvoir effectivement travailler les choses pour aller très vite vers quelque chose qui est proche de ce que nous, on accepte. Donc, ça serait Je te pas... rejoins Ce à que tu dis n'est 100%. pas très étonnant. Et je dirais, il y a quand tu as le critère je veux dire, des 80% à peu près Ah ouais, ouais. obtenus, tu sais que quelques mois après, sur un domaine donné, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire ou qui va te sembler extraordinaire qui apparaît. Trop fort, Denis. J'ai vu hier un épisode de podcast entre Greg Brockman, président de OpenAI, et Patrick Collison de Stripe. Et Greg Brockman dit ça. Ils ont une loi chez OpenAI. Et moi, je l'ai constaté en suivant l'IA générative depuis 2 ans et demi de très très près. Je suis totalement d'accord. On a quelque chose qui marche à peu près à 80%. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, c'est plié. C'est ça. Et nous, comme Belle conclusion. investisseurs, à Bravo. 80%, il faut qu'on soit là. Bah, écoute, c'est une thèse très claire qui fait que valider ce que je pensais, super. Dernière question traditionnelle, Denis, en 1 minute. Ton bouquin à nous conseiller, ton livre ou ton film, comme tu veux. Alors moi, en ce Pour les moment, vacances, pour les vacances. je suis en train de Mm. lire quelque chose qui peut-être est un peu proche de mon métier, mais que je ne fais pas. The Gambling Man. Donc, c'est la vie de Masayoshi Son, le fondateur de Ah, SoftBank. Et c'est absolument, pour un investisseur comme moi, c'est absolument extraordinaire. Donc, on voit comment il a commencé
en fait, venant du Japon aux États-Unis. D'ailleurs, qu'il a réussi en faisant le lien au début entre les États-Unis et le Japon, faire ce lien entre les pays, et qu'après, il n'a jamais eu froid aux yeux. En 2000, c'était l'homme le plus riche du monde pendant 2 jours. Ouais. Et après ces 2 jours, 6 mois après, il était quasiment en faillite. Après, il investit dans Alibaba. Et il recommence 10 millions de dollars. Voilà. Valorisation de cet investissement quelques années plus tard, 25 milliards de dollars. On Ouais. dit que c'est peut-être l'investissement avec le plus gros retour de Exactement. l'histoire des 100 dernières années. Et etc. Donc, à une époque où tout Super. est en train... Le gambling man, c'est assez distrayant parce que on peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux. J'ai rencontré l'auteur à un dîner. Il est Oui. excellent. Un auteur, je crois qu'il travaille pour le Financial Times ou quelque chose comme ça. Il est passionnant. Et merci de nous donner ce livre, Denis, parce que Son Masayoshi, il est très impliqué dans le projet Stargate. 500 milliards de dollars pour construire l'infrastructure d'OpenAI. Et là, on a dit que finalement, on parlait même de 1 trillion de dollars. Donc, je pense que c'est un personnage clé et c'est une très bonne idée de s'y intéresser pour comprendre ce qui se passe. Il aime bien les controns. Parfait. C'est vrai, c'est vrai. Denis, un grand merci en tout cas, c'était génial. On va suivre de très près ce que vous faites avec KT Innovation. Bravo pour toutes ces valeurs que tu nous partages, pour tes super investissements. J'espère que tu m'aideras à avoir quelques boîtes du portefeuille que je n'ai pas encore eu sur le podcast. Mais c'était génial. Merci de nous avoir partagé ta vision. Merci Denis. Merci de m'avoir été. C'était formidable. Et à bientôt, j'espère. Merci Bravo, beaucoup. vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!